le 8 août 1588. Près de la petite ville Gravelines, qui faisait partie des Pays-Bas espagnols, située à peu près sur le territoire actuel de la Belgique et du Luxembourg, se déroule l'une des batailles navales les plus importantes du XVIe siècle et même du début de l'ère moderne. D'un côté, la flotte de guerre espagnole, connue sous le nom d'Armada, dirigée par le duc de Medina Sidonia, et de l'autre côté, la marine anglaise, commandée par l'amiral John Howard et le vice-amiral Francis Drake. L'enjeu n'est rien de moins que l'existence même de l'Angleterre protestante. Le plan espagnol ressemble à ceci: s'allier à l'armée du gouverneur espagnol des Pays-Bas, le duc de Parme, pour envahir les îles britanniques, atteindre Londres et y renverser la reine Élisabeth Ier. Depuis leur départ de port, les Espagnols ont connu une série de désastres, et maintenant les Anglais vont achever leur destruction. Ils sont équipés de navires plus maniables et de canons à plus grande portée, détruisant complètement la flotte espagnole. Tout est terminé au bout de 8 heures lorsqu'ils n'ont plus de munitions. Ils regagnent alors leurs côtes, abandonnant à leur sort les navires espagnols dispersés et endommagés. Cela se termine amèrement lors de la tentative de retour en Espagne, autour des côtes écossaises et irlandaises, où de violentes tempêtes font échouer de nombreux navires contre les falaises dangereuses et une grande partie des marins et soldats survivants est ensuite capturée par les forces côtières locales. L'armée qui se disait chanceuse et invincible revient finalement dans les ports espagnols avec moins de 10 000 hommes survivants sur les 25 000 initiaux et seulement la moitié des 130 navires. Tous auront besoin de réparations massives. Pour le roi d'Espagne Philippe II, c'est un désastre. Pour les Anglais, en revanche, c'est l'une des plus glorieuses victoires de leur histoire. Francis Drake, initialement marchand d'esclaves et pirate, puis préféré de la reine, homme de noblesse et participant au Parlement, réaffirme son statut de héros national une fois encore. Drake est venu au monde vers 1540. Il a atteint l'âge adulte à la fin des années 1950 ou au début des années 1960. Et, pour bien comprendre, il faut d'abord dire ce qu'il se passe en Europe à cette époque. La guerre de 30 ans entre catholiques et protestants n'a pas encore eu lieu depuis près de 60 ans, mais l'Europe est déjà secouée par la Réforme et le continent commence à être divisé en deux parties, l'une catholique et l'autre protestante. La partie catholique est dirigée par l'Espagne. Ce pays, qui avait été une puissance maritime et après la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, la plus grande puissance coloniale, tirant déjà de fabuleux profits de l'étranger. Les rois espagnols de l'époque régnaient sur un empire qui s'étendait autour du globe et qui était le premier empire de l'histoire sur lequel, littéralement, le soleil ne se couchait jamais. Et l'Angleterre? À cette époque, il n'y a pas de grande puissance. L'imprévisible roi Henri VIII avait conduit l'Angleterre hors du monde catholique 20 ans plus tôt, à la suite d'un conflit avec le pape au sujet de son premier divorce, et avait établi l'église anglicane, dont il était le chef. Lorsque sa fille, issue de son premier mariage, Marie, monte le trône, elle commence à faire pression pour un retour au catholicisme, ce qui lui a d'ailleurs valu le surnom de Bloody Mary, Marie la sanglante. Mais ce qui est bien plus important pour nous, c'est qu'elle a épousé Philippe II, qui a été couronné roi d'Espagne peu de temps après. L'Angleterre et l'Espagne deviennent alors les alliés les plus proches. Mais en 1558, Marie meurt et Élisabeth monte sur le trône. Également fille d'Henri VIII, mais par un mariage ultérieur avec Anne de Boleyn. Elle fait tourner la roue dans l'autre sens. Rétablit l'ordre instauré par son père et veille à le conserver. Les catholiques n'ont plus de chance, une fois de plus et pour toujours. Philippe II, quant à lui, a besoin de l'Angleterre en raison de sa position stratégique face aux Pays-Bas espagnols, et il tente donc de persuader Élisabeth de l'épouser elle aussi. Elle refuse, et les relations entre les deux pays se refroidissent, atteignant progressivement un point de congélation. Le moment est venu de revenir à l'histoire de Francis Drake. Drake est né dans le sud de l'Angleterre, tout près de l'important port de Plymouth. Son père est fermier et il est l'aîné d'une famille de 12 enfants. Il débute comme assistant marchand, transportant des marchandises vers la France, puis travaille pour John Hawkins, qui se tourne rapidement vers le commerce des esclaves noirs.
Autrefois, le Portugal détenait le monopole de l'importation des esclaves africains vers les colonies espagnoles. Cependant, grâce à l'intervention de Hawkins, ce monopole a pris fin. À l'époque, Hawkins jouissait de la faveur précieuse de la reine Élisabeth, lui permettant de soutenir des corsaires dans leurs attaques de navires ennemis. Cela était connu sous le nom de corsaire et était pratiqué par l'Angleterre, surtout contre l'Espagne, même lorsque la guerre n'était pas déclarée entre les deux pays. La couronne anglaise compensait ainsi la faiblesse de sa flotte par rapport à celle des Espagnols et s'assurait en même temps une part des bénéfices de ce pillage. En conséquence, durant les années 1660 et 1670, Hawkins, puis Drake, désormais capitaine de son propre navire, pilla les ports espagnols du côté américain de l'Atlantique, attaquant les navires transportant les trésors acquis par les Espagnols lors de la conquête des empires amérindiens. Drake remporte un succès exceptionnel au Panama, où il dérobe aux Espagnols 20 tonnes d'or et d'argent. À une autre occasion, Drake et Hawkins échappent de justesse à une embuscade espagnole. Dans ce qui est aujourd'hui Veracruz, au Mexique, Drake doit même s'enfuir, abandonnant Hawkins à son sort sur son navire. En Angleterre, il est alors accusé de trahison et de tentative de détournement de fonds. Dès lors, les historiens affirment qu'il détestait passionnément les Espagnols. Drake était tout sauf un agneau. Il était très dur avec ses ennemis et son équipage, les punissant au moindre signe de désobéissance ou même de rébellion. Il est documenté, entre autres, qu'il a été impliqué dans le massacre de 600 habitants d'un château sur l'île de Rathlin, au large de la côte irlandaise, où était basé le clan rebelle MacDonald. Bien qu'ils se soient rendus, ils ont tous été massacrés. Défenseurs du château, femmes, enfants et vieillards. D'un autre côté, Drake laissait souvent les équipages des navires surclassés survivre et s'éloigner avec des navires endommagés lors de ses actions dans les Caraïbes. L'objectif était double. D'une part, les navires ennemis étaient plus enclins à se rendre à lui et d'autre part, les Espagnols pouvaient continuer à répandre la légende de l'invincible corsaire. Ils l'appelaient El Drake, le dragon, et ce seul nom était terrifiant. C'est la raison pour laquelle la reine Élisabeth lui confie une mission secrète en 1577. Il devait naviguer à travers le soi-disant détroit de Magellan jusqu'à la côte ouest de l'Amérique, remonter vers le nord jusqu'au territoire non revendiqué par la couronne espagnole et acquérir ces nouvelles terres ainsi que leurs richesses naturelles pour l'Angleterre. Il s'agissait d'un voyage révolutionnaire. Il dure 3 ans, et Drake est le premier à découvrir que l'Amérique du Sud peut être contournée par le cap Horn et qu'il n'est pas nécessaire de naviguer dans le périlleux détroit de Magellan, entre les fjords et les îles de la Terre de Feu. Dans les actuels Chili et Pérou, il se déchaîne sur les colonies espagnoles et attaque les navires marchands espagnols. Il remonte la côte aussi loin au nord que n'importe qui avant lui, jette l'ancre au large de San Francisco et acquiert pour la couronne anglaise le territoire de l'actuelle Californie, qu'il baptise Nouvelle-Albion. Il a même cherché un soi-disant passage du nord vers l'Atlantique autour de l'actuel Canada, qui aurait offert un retour plus sûr que celui du Pacifique contrôlé par les Espagnols et les Portugais, mais il a dû faire demi-tour. Il a été chassé par le froid glacial. Il finit par regagner l'Angleterre en passant par les Moluques, où il reçoit une cargaison d'épices précieuses autour de l'Afrique. Il est le 2e homme de l'histoire à accomplir un tour du monde. Sur les 5 navires, il n'en ramène qu'un seul, le Golden Hind, bien qu'il ait dû sacrifier une grande partie de la cargaison à la mer pendant une tempête pour libérer le bateau des récifs. Il lui restait néanmoins assez pour une richesse de contes de fées pour lui et la reine, ainsi qu'un titre nobiliaire que la reine lui avait accordé en 1581. En 1585, la guerre hispano-anglaise, qui n'avait été menée que secrètement jusqu'alors, éclate enfin pour de bon. Drake y effectue de nouveaux raids sur les villes espagnoles des Caraïbes. Entre autres, il a pillé Santo Domingo, qui est aujourd'hui la République dominicaine, et qui était la fierté espagnole de toute la région, et il est rentré chez lui comme un héros national. Il n'est pas étonnant que la reine Élisabeth lui ait donné un rôle de premier plan dans l'invasion espagnole prévue. Il devait diriger la défense navale du pays en tant que vice-amiral. Son attaque préventive sur le port espagnol de Cadix et la manière dont il a mené la tactique défensive avec l'amiral Charles Howard et sa vieille connaissance, le corsaire John Hawkins, sont remarquables. Ils ont également eu de la chance. Les Espagnols ont été confrontés aux pires conditions météorologiques dès le départ.
Le résultat final est donc un triomphe. C'est ici que la flotte anglaise a commencé à se transformer en une force navale dominante et où les bases ont été posées pour la future position de la Grande-Bretagne en tant que plus grande puissance coloniale. Cependant, il semblait qu'à ce moment-là, l'étoile chanceuse de Drake l'abandonnait. Un an plus tard, il subit une série de défaites écrasantes lorsqu'il tenta de capitaliser sur ses victoires précédentes en attaquant les ports espagnols et plus tard en s'attaquant à Lisbonne pour inciter une révolte contre Philippe II qui régnait également sur le Portugal à l'époque. L'échec est tel qu'il est écarté du haut commandement et que pendant les 6 années suivantes, il ne mène aucune expédition navale. Ce n'est qu'ensuite qu'il repartit, toujours avec John Hawkins et une flotte de 27 navires, vers les colonies espagnoles de la mer des Caraïbes. Il décide d'attaquer la ville de San Juan à Porto Rico, mais sans succès. L'expédition est minée par la maladie et Hawkins meurt en mer peu après la défaite de San Juan. Enfin, en janvier 1596, Drake tenta de lancer une attaque par terre sur la ville de Panama, où des trésors espagnols étaient amassés avant leur voyage vers l'Europe. Cependant, les forces anglaises affaiblies furent repoussées une fois de plus, et une semaine plus tard, près de Portobello sur la côte caribéenne du Panama, Francis Drake, âgé d'environ 55 ans, mourut de la dysenterie. C'est ainsi que s'achève, symboliquement et à l'endroit où il était le plus célèbre, la vie de l'un des plus grands navigateurs et stratèges navals de tous les temps. Celui que la plupart des Anglais considèrent encore comme un héros, alors qu'en Espagne, il est perçu comme un simple pirate.